Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Bienvenue à Salud. cette séance d'information sur la pandémie de la COVID-19 ce mercredi 19 avril 2021. Je suis Sébastien Olliel du département de communication de l'OPS et comme toutes les semaines, cette séance tardera environ 1 heure et nous allons prendre vos questions. Nous avons déjà reçu vos questions par le courrier électronique, mais vous pourrez poser vos questions en direct ou à travers le Q&A. N'oubliez pas d'y inclure votre nom et les médias auxquels vous appartenez. Nous avons la traduction simultanée vers l'anglais, vers le portugais et vers le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter à travers le bouton interprétation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, la docteure Carissa Etienne, nous parlera du déploiement de la vaccination et les réponses nécessaires pour contrôler la propagation du COVID-19. Avec le docteur Etienne, nous avons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19 à l'OPS. J'invite maintenant le docteur Carissa Etienne pour partager ses premières remarques. Docteur Etienne. Merci Sébastien. Bonjour et merci pour nous rejoindre ce matin pour cette conférence de presse. Laissez-moi commencer en faisant référence à l'éruption du volcan de la Soufrière à l'île du Levant, Saint-Vincent et les Grenadines. Je voudrais manifester ma solidarité au nom de l'OPS. Nous avons déployé 5 experts en santé publique à Saint-Vincent et aux Grenadines et nous répondons à cette urgence en coordination avec le ministère de la Santé et le soutien de partenaires. Cette dernière semaine, plus d'1,3 million personnes ont été infectées par le virus COVID-19 dans notre région et pratiquement 36 000 personnes sont mortes de la maladie développée à partir de ce virus. Depuis le début de la pandémie, 57 millions de cas ont été signalés sur le continent américain avec plus de 1,3 million morts. L'Amérique du Sud est toujours l'épicentre de la pandémie dans notre région. La récente montée en flèche dans la région amazonienne s'observe également dans les États voisins et aujourd'hui le Brésil, la Colombie, le Venezuela, le Pérou et quelques secteurs de la Bolivie observent une augmentation très forte de leurs cas de COVID-19. Après l'introduction de nouveaux variants dans les Guyanes, les cas ont accéléré en Guyane française et au Guyana. Alors plus au sud, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili connaissent tous également une augmentation de leurs infections. Dans les Caraïbes, Cuba, Porto Rico et des îles plus petites comme Curaçao, Bermuda et Aruba signalent également une augmentation de nouveaux cas. En Amérique du Nord, les infections continuent à augmenter au Canada. Les hôpitaux du pays signalent une forte augmentation d'hospitalisation des moins de 60 ans et cela augmente leur inquiétude et leurs soucis sur la capacité du système de santé de résister à cette augmentation des cas suivant la diffusion du variant P1 et B117. Cette augmentation des infections dans les Amériques est alarmante, mais elle n'est pas surprenante. De nombreux des variants hautement contaminants se diffusent et les mesures de distanciation sociale ne sont pas suivies strictement, pas autant qu'auparavant. Et le résultat, c'est qu'il y a de plus en plus de signalements d'hôpitaux débordés, de manque de fournitures médicales et des défis à relever pour bien s'occuper de ces patients. Donc, en ayant cela à l'esprit, il faut vraiment nous secouer et affronter un petit peu la réalité. Nous ne nous comportons pas comme une région qui est en plein milieu d'une
d'une épidémie qui est en train d'empirer. La plupart des gens qui ont été infectés par le Covid dans ces 7 derniers jours sont plus importants que tous les moyennes hebdomadaires de l'année dernière. Et notre nombre de taux de létalité de cette semaine a dépassé ceux de n'importe quelle semaine en 2020. Donc, malgré une transmission qui continue dans plusieurs endroits, les restrictions malheureusement se relâchent. On observe des foules de nouveau, les gens qui se rassemblent à l'intérieur et des gens sans masque dans les transports publics. Donc, il faut nous rappeler tout ce que nous avons appris sur la dangerosité de ce visa et ce que nous pouvons faire de ce virus et de ce que nous pouvons faire pour l'arrêter. Je ne pourrais jamais le souligner suffisamment. Dans la plupart des pays, les vaccins vont pas suffire à arrêter cette pandémie. Il n'y a pas assez de vaccins pour protéger tout le monde dans les pays qui sont les plus exposés. C'est la raison pour laquelle il faut arrêter la transmission en ayant recours à tous les moyens possibles avec les outils dont nous disposons. Et cela va requérir des stratégies intégrées pour à la fois accélérer le développement des campagnes de vaccins et contrôler le virus en recourant aux mesures de santé publique. Les Amériques ont administré plus de 247 millions de vaccins contre la COVID-19 jusqu'à présent. Depuis mars, le fonds rotatif de l'OPS a aidé à contribué à la livraison de plus de 3 millions de doses au nom de mécanismes COVAX à 28 pays de notre région. Mais ces dernières semaines, les fournisseurs des vaccins COVAX, malheureusement, ont moins de doses à disposition, donc les livraisons vont ralentir. Ça va prendre encore quelques semaines avant que la livraison, la fourniture se normalise. L'OPS fait tout ce qu'elle peut pour soutenir les pays qui profitent le mieux des doses en nombre limité, vu leur durée de vie limitée et les populations vulnérables qui devraient être protégées en priorité. Au moins 10 vaccins différents sont utilisés dans nos régions, les 4 autorisés par l'OMS, de Pfizer, 2 versions du vaccin d'AstraZeneca Oxford, le vaccin d'Escabio et du Serum Institute of India et le vaccin Johnson aide déjà à empêcher les développements de formes sévères de la maladie et la mort. Il y a des signalements rares de caillots chez des individus qui ont des plaquettes en nombre insuffisant. Et ça, ce sont les systèmes de surveillance du vaccin qui l'ont signalé et les agences régulatrices sont en train d'analyser tout cela. En attendant leurs recommandations, il faut continuer à administrer le vaccin AstraZeneca où il y a des doses disponibles. Près de 200 millions de gens dans le monde ont reçu la première dose du vaccin AstraZeneca et les signalements d'effets indésirables sont vraiment très, très rares. Ces vaccins peuvent sauver votre vie et celle de vos amis et de vos parents. Pendant ce temps-là, nous ne pouvons pas nous reposer sur les vaccins pour contrôler la transmission. Après tout, de nombreux pays ont réussi à réduire leur taux d'infection l'an dernier avant que tout arrivée de vaccins, quel qu'il soit. Il faut que nous collaborons mieux entre pays et au sein de nos pays pour garantir que les autorités nationales et locales travaillent ensemble pour tracer les cas et mieux contrôler le nombre de nouveaux cas et les hospitalisations. Les leaders à tous les niveaux ont un rôle crucial à jouer pour essayer d'arrêter ce virus, la diffusion de ce virus, et en renforçant les mesures aux premiers signes d'infection en augmentation et en maintenant ces mesures jusqu'à ce que la situation soit sûre. Et nous avons donc besoin pour ce travail de leaders qui travaillent main dans la main avec ce même objectif. Pour finir, il nous faut donc collaborer dans notre région pour réduire la transmission et étendre l'accès équitable aux vaccins. La solidarité et le panaméricanisme sont plus importants que jamais. L'OPS s'est engagé à travailler avec les États membres pour garantir plus de doses pour notre région dès que possible, pour
compléter ce que les pays eux-mêmes ont déjà acheté via des négociations bilatérales et à travers le mécanisme COVAX. Nous serons disponibles pour nos pays à chaque étape en fournissant un soutien technique pour résoudre les impasses, pour augmenter les mesures de surveillance et pour veiller aussi sur la sécurité et l'impact des vaccins COVID. Mais nous ne pouvons pas travailler pour le futur en sacrifiant le présent. COVID se diffuse partout dans notre région et nous partageons tous une même responsabilité pour nous protéger et protéger notre communauté. Personne ne sera sûr tant que tout le monde ne sera pas en sécurité. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant aux questions et aux réponses. Vous pouvez toujours nous poser vos questions à travers le Q&A. Nous avons déjà reçu certaines questions. La première question nous vient de Gabriela Granados, qui est correspondante de la télévision japonaise NHK pour le Mexique et l'Amérique du Centre. Elle dit, sachant que la distribution dépend de l'offre, à quelle date estimez-vous que COVAX atteindra la moitié de sa mission, 10% d'un total de 20% de la population dans la région? Et elle demande aussi, au rythme actuel, si l'offre et l'équité d'accès entre les pays ne sont pas accélérées, à quelle date estimez-vous que tous les adultes d'Amérique centrale et des Caraïbes, y compris COVAX, mais aussi les achats directs, seront vaccinés? Docteur Barbosa, merci de cette question, de ces questions. Comme notre directrice l'a dit, la question de la distribution équitable est vraiment fondamentale. Si, par exemple, si nous comparons l'Amérique du Nord, autour de 29% a déjà reçu tout au moins une dose. Si nous passons à l'Europe, tout au moins 16% de la population a déjà reçu sa première dose. Et en Amérique du Sud, uniquement 9,4% ont reçu tout au moins une dose. La question de la distribution équitable se doit à la question de garantir l'équité entre les pays. Parce que pour contrôler effectivement la transmission, pour éviter de nouveaux variants, il est très important que l'on puisse fournir l'accès de la même manière à tout le monde. Le mécanisme COVAX a eu des difficultés en ce moment parce que la production de AstraZeneca en Inde a eu des problèmes pour pouvoir obtenir la licence d'exportation vers d'autres pays et il y a des producteurs d'AstraZeneca en Corée du Sud qui ont réduit leur capacité de livraison en 50%. Nous sommes en train d'essayer d'élargir et d'augmenter ce processus de distribution à travers le mécanisme COVAX qui va livrer à travers 2 sites de production qui sont l'Italie et l'Espagne. Ceci devrait augmenter la production. Mais ce qui est vrai, c'est que jusqu'au mois de juin, l'accès sera très limité. Les producteurs de vaccins ont déjà compromis et engagé leur production pour 20% de la population de tous les pays participants. Mais ce que nous espérons, si la tendance actuelle continue, nous espérons que 70% de la livraison aura lieu à partir du mois de juin. C'est-à-dire que pour le mois d'avril et le mois de mai, l'accès sera encore limité. C'est pour ça qu'il est très important de garantir des règles, des accords qui puissent rendre plus facile l'accès des pays aux vaccins, des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. L'Amérique latine est l'épicentre de la pandémie avec une transmission très accélérée en ce moment. C'est pour cela qu'il serait important que, outre les mesures de santé publique que les pays doivent prendre, que la distribution des vaccins soit plus équitable, que les producteurs ne priorisent pas seulement les accords qu'ils ont eus avec les pays développés, mais qu'ils puissent livrer d'une manière plus équitable les vaccins qui ont déjà été produits. Merci.
Merci, docteur. La question qui suit nous vient de Sofia Villamil des Andes Bureau du New York Times. Plusieurs questions. Elle dit de nombreux pays d'Amérique latine connaissent un troisième rebond. Pourquoi? Elle demande aussi quel rôle la variante brésilienne joue-t-elle dans cette reprise dans des pays comme la Colombie et le Pérou également. Elle demande aussi si le Brésil est-il le super diffuseur de la région ou l'histoire est-elle plus compliquée que cela. Et quelle est la gravité de la situation par rapport à l'année dernière? Docteur Alighieri, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bien sûr, merci de cette question, de ces nombreuses questions. Il y a beaucoup d'éléments pour répondre à tes questions et ces éléments ont déjà été prononcés par le docteur Étienne dans ses paroles au début de notre séance. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs combinés qui puissent expliquer cette reprise. J'expliquerai trois critères. D'abord, pendant 2020, le virus a réussi à s'établir dans les coins les plus éloignés de la région, comme par exemple dans le bassin amazonien, et a continué à transmettre, à être transmis, détecté par les systèmes de surveillance, mais aussi à travers d'autres manières. Le deuxième critère, on a pu observer un relâchement évident, bien que les personnes soient restées dans leur région. Nous avons vu également des agglomérations de personnes lors des fêtes de l'année dernière qui se sont étendues pour la période du carnaval et de la semaine sainte. Et finalement, dans plusieurs pays de la région, l'émergence de variantes du virus qui sont plus transmissibles ont contribué à un élargissement de la dynamique de transmission. Ce dernier phénomène a été observé également ici. Concernant le variant P1 qui a été détecté au tout début au Brésil, on a trouvé qu'il y a des mutations qui peuvent le rendre plus transmissible, mais non plus agressif, non pas plus agressive. D'un autre côté, on l'étudie encore, que la réponse d'immunité soit un petit peu moins efficace contre ce variant du virus. Pour répondre à une autre partie de tes questions, la situation en Colombie, par exemple, la transmission du variant P1 a été limitée à certains départements et surtout dans le bassin amazonien. Mais ce n'est pas le variant qui a été le plus distribué dans le pays. Au Pérou, bien que l'on ait vu une augmentation des cas possiblement associés au variant P1 dans la zone tri-frontière et aux alentours de Lima, on ne peut pas attribuer à ce variant l'augmentation des cas. La situation est par conséquent plus compliquée qu'elle ne le paraît. Que les questions de notre collègue journaliste, quels que soient les variants trouvés lors de cette reprise ou de ce rebond actuel, le virus a le potentiel de causer beaucoup de dommages et de dépasser les capacités qui existent dans les services. À partir de notre organisation, nous avons alerté depuis longtemps et nous avons dit que nous nous trouvons à un moment critique et également nous voyons qu'il y a un grand risque qu'il y ait un rebond qui soit encore plus important qu'en 2020. J'espère avoir répondu aux questions de notre collègue journaliste. Merci, docteur. Maintenant, une prochaine question qui nous vient de Julia Sinosco
de Reuters en Colombie. Je te passe la parole pour que tu puisses poser ta question directement. Bonjour à tous, comment êtes-vous? Je voudrais demander si est-ce que les gouvernements régionaux doivent instituer des mesures de quarantaine qui soient plus strictes et s'il y a certains pays en particulier qui imposent des mesures plus strictes et comment les appliquer. Merci Julia. Docteur Ugarte. Merci Julia pour ta question. C'est une question très importante, surtout dans les conditions que nous nous trouvons maintenant et dont notre directrice a mentionné toutes les causes. Cette augmentation de nombre de cas dans plusieurs pays de notre région. Si nous prenant en compte les informations ou qu'il existerait des informations détaillées concernant la situation de transmission des services sanitaires des pays, etc. Et il est possible que les pays, s'ils utilisent les mécanismes de risque concernant la transmission de la pandémie, par exemple, des signaux d'alerte, il est possible que ces pays peuvent réduire la probabilité ou les conditions de transmission de la maladie. Et ainsi, dans ce cadre, il est nécessaire de tenir compte que ces décisions doivent être locales et doivent se situer dans les zones géographiques où l'on observe un déploiement de la transmission et un débordement des services sanitaires. Des mesures qui puissent s'appliquer dans tout le pays ont des implications économiques et sociales qui sont très importantes. Et l'expérience nous a montré qu'appliquer ces mesures de santé publique, y compris la fermeture ou la limite stricte de mouvements ou d'autres mécanismes, est bien mieux lorsqu'elle est appliquée à un niveau local et sous-national en tenant compte des situations de transmission et le débordement des services de santé. Il nous faut tenir compte que lorsque nous avançons, par exemple la pandémie comme elle se trouve aujourd'hui et comment est-ce que les nouveaux cas se transmettent de COVID-19. Et ce que nous observons, c'est que les lits d'hôpital sont en train d'augmenter, que l'âge des personnes qui tombent malades se dirigent vers des plus jeunes âges. Mais ensemble et tout ensemble, le nombre d'infectés est en train de croître et il est clairement nécessaire de tenir compte de ces mesures et en sachant que les mesures drastiques doivent être limitées et appliquées dans des zones où on a pu observer que ces tendances ont eu lieu. Ce n'est pas une tâche facile. Et les pays qui sont en train d'avoir une augmentation significative de cas, c'est encore d'autant plus difficile. Mais lorsque les statistiques nous montrent qu'il y a un nombre de cas qui est déjà très élevé et qu'il y a déjà un nombre de décès très élevé, peut-être il sera trop tard pour prendre des décisions. Les analyses doivent être faites avant et les décisions doivent être prises avant cette situation. C'est un vrai défi, mais dans ce défi, les autorités nationales et les autorités locales, avec le soutien de l'OPS et d'autres organismes, les pays sont en train de prendre ces mesures et nous pensons que ce sera l'histoire d'infection et de contagion qui puissent être localisées dans des endroits vraiment déterminés. Et c'est pour ça que ces circonstances vont continuer pendant beaucoup plus de mois. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre des mesures et que la discipline de la population concernant l'application de ces mesures et également les autorités qui doivent informer correctement non seulement la population comme tout le monde, parce que si les systèmes de santé sont débordés, et c'est pour cela qu'il faut vraiment savoir
que les personnes courent des risques de mort s'ils ils ne sont pas informés correctement. C'est pour ça que cette question est vraiment très importante et les pays sont en train de prendre compte de cette question. Merci beaucoup. Merci, docteur. Maintenant, la question suivante, et c'est de Tania Mitskafa des Bahamas, en anglais. Avec le développement négatif avec les caillots sanguins, avec le vaccin Johnson Johnson, est-ce que cela va réduire la distribution de ce vaccin? Est-ce que vous avez déjà commencé à distribuer ce vaccin Johnson Johnson dans la région? Merci de cette question, Tania. Et laissez-moi commencer par la fin de votre question. Non, nous n'avons commencé la diffusion du vaccin Johnson Johnson. On commencera en juin ou juillet. Nous sommes en négociation avec le fabricant pour un accord final pour la livraison de ce vaccin. Il était important de qualifier que ce vaccin présente toutes les essais cliniques et précliniques avec donc beaucoup d'informations sur la sécurité et l'efficacité de ce vaccin. Ces données sont tout à fait accessibles et ont été évaluées par les régulateurs. Quand nous délivrons une licence pour un vaccin ou une autorisation pour un usage urgent, nous regardons les données, les bénéfices du vaccin et on les mesure à ces risques. Et c'est la manière que les régulateurs procèdent pour tout vaccin qui sera ensuite appliqué à la population. Quelques médicaments que ce soit ou vaccins ont des effets secondaires. Il faut examiner si ces effets secondaires sont dans un nombre, une proportion acceptable, s'ils sont attendus ou inattendus. Donc, les données que nous avons pour le vaccin de Johnson Johnson, il y a des indices très forts que le système de surveillance pour observer les effets inattendus sont très en place. Il y a quelques effets très, très rares secondaires négatifs qui ont été détectés. Les États-Unis ont décidé de remettre l'usage du vaccin pour quelques jours en attendant qu'ils analysent ces données. Et ça, c'est une procédure tout à fait standard. Rappelez-vous qu'en février, nous avions une situation similaire dans certains pays, en Finlande, en Norvège, avec le vaccin de Pfizer. Ils ont reporté l'usage et après 1 ou 2 semaines, une fois qu'ils ont analysé, c'est devenu clair que les effets indésirables n'étaient pas liés au vaccin et donc ils ont commencé à l'utiliser. Donc, c'est la procédure maintenant. Il y avait une analyse des données, l'OMS reçoit également toutes ces informations. L'OMS ensuite recommande l'usage de AstraZeneca et de Johnson Johnson, parce que ce sont des vaccins les bénéfices de ces vaccins dépassent de loin tout effet secondaire possible. Rappelez-vous que la COVID-19, c'est une maladie très sévère qui produit des centaines de milliers de décès de par le monde. Donc, il est important également de reconnaître que il y a maintenant 734 millions de doses disponibles dans le monde. Nous parlons en fait, de problèmes très, très rares et qui sont en cours d'analyse. Il nous faut établir si ces effets sont directement liés à l'administration des vaccins. Une fois que ce processus sera fait, l'OMS se prononcera. Mais une fois de plus, pour l'instant, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas à suspendre les campagnes de vaccination. Il faut continuer à les utiliser, à renforcer le système de surveillance pour signaler tout cas et pour être sûr que ce cas sera analysé de façon scientifique par les experts
pour avoir une recommandation définitive sur l'usage du vaccin correspondant. Merci. Merci, docteur. La question qui suit nous vient de Carlos Serranes de TVC Mundo et de Lucia Miguel de La Nación en Argentine. Carlos Serrano de BBC Monde nous demande: est-il exact de dire que globalement ce sont les jeunes qui reçoivent le plus de COVID-19, qui se contagient le plus? Si oui, pourquoi? Et pourquoi pensez-vous que dans certains pays de la région, comme le Brésil et le Chili, le virus affecte sérieusement la population jeune, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas? Docteur Alighieri, merci pour ces questions. C'est plus d'une question qui nous viennent de La Nation et de BBC Monde. Je vais me concentrer ici aux Amériques, dans la région des Amériques, à partir des premières semaines de 2021. On a pu observer une augmentation de cas des hospitalisations et des décès concernant la population jeune et les adultes dans plusieurs pays. Il y a eu une augmentation chez les jeunes entre de 10 à 24 ans et chez les adultes de 25 à 59 ans en Argentine, au Brésil, au Canada, au Chili et aux États-Unis. Et l'on a pu observer également une augmentation des hospitalisations concernant ces mêmes groupes d'adultes au Brésil, au Canada et aux États-Unis. Pour prévenir la transmission chez les jeunes et les adultes et les jeunes, il est important de considérer que l'augmentation de ces cas chez ces groupes se doit à ce que la perception de risque a pu diminuer à cause de la pression économique, de la pression sociale et une sensation de sécurité qui est erronée, qui est fausse. Si l'on observe des données du Brésil, au Brésil, dans la période du mois de janvier au mars, premier trimestre, plus de 464 000 cas de syndrome respiratoire aigu ont été notifiés. Parmi ceux-là, 66% ont été confirmés par les laboratoires comme étant faisant partie du COVID-19. De ces cas confirmés, le groupe d'âge qui avait moins de 20 ans ne représentait que 2%. Le groupe de la tranche d'âge de 20 à 39 ans représente 12% et le groupe de tranche d'âge de 20 à 59 ans représente 34%. En ce qui concerne les hospitalisations, il est important de souligner qu'il y a des variations importantes et cela dépend des pays. Pour le Brésil, il semblerait que l'âge des hospitalisations a été réduite dans plusieurs régions, la région amazonienne au début et en particulier. Et ces dernières semaines au Brésil, les tranches d'âge qui ont eu un taux de croissance concernant les hospitalisations pour les soins intensifs ont été tout d'abord le groupe de 30 à 39 ans, deuxièmement le groupe des moins de 20 ans et troisièmement le groupe de 40 à 49 ans. Ce phénomène au Brésil avait été observé à partir de la flambée ou du rebond au mois de janvier dans la région amazonienne et a été observé dans d'autres régions. J'espère avoir répondu aux questions de nos collègues journalistes. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Linda Straker de Now Grenada en anglais. Au taux actuel de vaccination, quelle île des Caraïbes devrait atteindre en premier l'immunité collective dans la communauté des Caraïbes, CARICOM? Merci Linda pour cette question. Et c'est une opportunité de clarifier quelques aspects de la manière d'aborder cette pandémie. Il est déjà clair que la vaccination est la meilleure formée de
d'approcher de façon collective et individuelle la maladie. Quand on prend un vaccin COVID-19, chacun a moins de chances de développer des symptômes et moins de chances de développer des maladies sévères. C'est notable. D'ailleurs, quand beaucoup de gens sont vaccinés dans nos communautés, nous réduisons les taux d'infection et le risque de transmission pour tous et pour toutes. Et c'est ça que nous appelons l'immunité de groupe collective. Donc, nous y arriverons en définitive dans notre région quand suffisamment de doses auront été administrées à tous les pays. Mais c'est difficile de dire à l'heure actuelle quel pourcentage de gens doivent être vaccinés dans chaque pays pour arriver à cette situation. 70%, 80%, 90%, on ne le sait pas. On le saura quand il n'y aura plus ou pratiquement plus de nouvelles infections et que cela continue comme ça. Mais laissez-moi vous rappeler que nos soucis actuels est de protéger des vies, protéger celles des professionnels de santé, ceux qui sont les plus exposés. C'est la raison pour laquelle chaque pays a développé un plan et utilise les vaccins qui sont à leur disposition. Nous sommes très encouragés par le rythme des vaccinations dans plusieurs pays des Caraïbes. Cela montre que quand il y a suffisamment de vaccins disponibles, les gouvernements ont réussi à vacciner de façon rapide et efficace. Comment est la situation de l'immunisation? Plusieurs îles marchent très bien, par exemple les îles Caïmans, Bermuda, Aruba, et ils ont couvert 30% de leur population. C'est un exploit. Bien sûr, il s'agit de populations réduites. Pour atteindre l'immunité collective dans notre région, il faut continuer à travailler dur. Il faut étendre la vaccination dans tous les pays de la zone. Il faut assurer plus de fournitures et il faut augmenter la couverture au fur et à mesure des arrivées des vaccins. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Plusieurs questions maintenant nous viennent des journalistes du Venezuela qui veulent une mise à jour de la situation au Venezuela, Mariana de Barros et d'autres, Mariana Nutos. Quel vaccin le gouvernement de Nicolas Maduro a-t-il demandé pour les Vénézuéliens lors de la réunion qu'il a eue avec les dirigeants de l'OPS? Et combien de temps faudra-t-il pour faire entrer les vaccins dans le pays? Et combien de temps faudra-t-il pour les expédier? Docteur Ugarte, s'il vous plaît. Merci de cette question. Il y a une demande spécifique de vaccins, mais il s'agira du vaccin qui sera disponible le plus tôt possible. On a analysé que le comité scientifique du Venezuela avait fait une analyse au sujet du vaccin AstraZeneca. Il l'avait évalué comme étant un vaccin qu'il n'accepterait pas en ce moment. Ainsi, le gouvernement du Venezuela, mais les membres du bureau technique également, sont convaincus qu'il est nécessaire d'avoir le plus grand nombre de vaccins qui soient disponibles et le plus rapidement possible. Ainsi, il y a un effort qui a été déployé et un effort énorme à partir du gouvernement, de l'académie, de l'opposition, de tous les acteurs nationaux et internationaux pour réussir à faire en sorte que le Venezuela ait le plus de vaccins possible et le plus rapidement possible. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Norberto Paredes de BBC. Il nous dit: selon certaines informations, le Haïti et le Venezuela ont refusé des doses du vaccin d'AstraZeneca offert par l'OMS dans le cadre du mécanisme COVAX. Et il demande quelle est la position de l'OMS sur ce refus d'accepter les vaccins, quelle a été la réponse donnée au gouvernement d'Haïti et du Venezuela. Docteur Barbosa, merci de cette question. Effectivement, je pense et Ciro Ugarte l'a souligné, mais il a dit ce qui était le plus important
important à dire, c'est-à-dire avoir l'accès le plus rapidement possible aux vaccins. Il s'agit de deux situations différentes. Le Haïti est un pays qui fait partie des pays que soutiennent le mécanisme COVAX, c'est-à-dire qu'il va distribuer les vaccins sans qu'ils doivent les payer. L'OPS et le siège régional au Haïti, le bureau au Haïti, ont travaillé parce que c'est un pays qui a beaucoup de difficultés dues aux crises économiques, etc. Mais ils ont travaillé pour avoir un plan de vaccin, un calendrier de vaccination mixte pour pouvoir recevoir les vaccins à travers COVAX et faire des changements de réglementation et s'adapter au contrat. Jusqu'au moment, le gouvernement du Haïti a dit qu'il n'allait pas recevoir les vaccins d'AstraZeneca. Il n'y a pas de possibilité de choisir un autre vaccin dans des pays qui sont soutenus par le COVAX, c'est-à-dire nous sommes en train de travailler auprès du ministère et du gouvernement de Haïti pour leur montrer les données et leur prouver que le vaccin est sûr pour revoir la recommandation de l'OMS et de l'Agence européenne au sujet de ces vaccins pour que le pays puisse recevoir ce vaccin. Parce que si le pays c'est-à-dire Haïti, confirme qu'il ne veut pas recevoir ce vaccin, ce qui va se passer, ces doses qui sont réservées pour le Haïti se dirigeront à d'autres pays. Et donc, nous pensons qu'il peut s'agir d'une perte très importante pour ce pays et c'est pour cela que nous travaillons auprès du ministère de la Santé pour leur fournir toutes les informations techniques nécessaires. Concernant la situation du Venezuela, mon collègue Ciro a déjà éclairci que l'on travaille conjointement pour pouvoir obtenir les fonds pour faire les paiements. Le gouvernement, d'abord, en un premier temps, a dit qu'il ne voulait pas les vaccins AstraZeneca, mais nous travaillons auprès du ministère pour pouvoir leur fournir toutes les données, les recommandations pour que le ministère puisse prendre ses décisions basées sur les évidences qui sont disponibles et la recommandation du comité d'experts indépendant de l'OMS qui revoit et révise toutes les données de sécurité des vaccins et les données de l'agence de régulation en Europe dont le comité de sécurité évalue tout ce qui s'est passé avec le vaccin AstraZeneca dans certains pays d'Europe. Ce sont des cas très rares. Il est important de dire qu'ils sont en train d'être revus et il est important de garantir l'accès au vaccin des personnes. Ceci peut sauver des vies parce que les vaccins qui arrivent vont vacciner les plus vulnérables, les personnes qui ont des maladies chroniques ou les personnes les plus âgées. C'est pour cela que l'on travaille avec ces pays pour pouvoir éclaircir et partager les informations scientifiques que nous avons qui justifient l'utilisation du vaccin. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Manuel Lino du Mexique et de Blanca Baladex du Mexique également. Emmanuel dit: au Mexique, un variant a été détecté en octobre 2020 et que pour le mois de février, elle a été présente dans 87% des échantillons du pays, mais qu'il n'est pas encore considéré un variant qui le préoccupe. Et comment ceci peut se décider? Est-ce que l'OPS y participe ou c'est chaque pays prend ses décisions? Et Blanca Valadez dit quelles quantités, quels variants doivent être préoccupantes et peut être considérées comme une flambée, une épidémie ou un rebond dans un pays. Merci pour ces questions qui nous viennent du Mexique au sujet des variants qui nous viennent du Mexique et nous sommes au courant des trouvailles des scientifiques mexicains. Tout d'abord, le variant P1, cette séquence a été reclassifiée avec 519 et non pas 522. Et c'est important pour les scientifiques et pour les journalistes qui vont chercher des données globales. Pour être classifié ou classé comme un variant,
préoccupante. En anglais, on dit variant of concern. Il doit y avoir des évidences plus fortes au-delà qui montrent une augmentation de la capacité de transmission ou un changement dans sa forme clinique ou une virulence plus importante ou alors qui cause un impact négatif sur les méthodes diagnostiques concernant les vérifications de la santé publique, y compris les vaccins. Bien que l'on ait documenté l'augmentation des cas qui sont attribués à 519, le déplacement et le remplacement des variants, c'est un processus attendu que l'on a observé dans d'autres régions des Amériques et du monde. Néanmoins, de par les caractéristiques régulières et les changements qui ont été trouvés, actuellement, ce variant est classé comme étant un variant d'intérêt. Comment fonctionne le groupe de classement? Il y a un groupe de travail en génomique et évolution du virus à l'OMS qui est formé par des experts à un niveau global, y compris des experts de l'OPS et des Américains. Et ce groupe de travail se charge de revoir et de réviser les antécédents et l'évidence disponible pour chaque variant avec l'impact potentiel sur la santé publique et propose son classement comme étant un variant de préoccupation ou un variant d'intérêt. Et ainsi, ce suivi est fait d'une manière permanente. Maintenant, la question suivante, quand est-ce qu'un variant peut être considéré comme une épidémie ou un rebond? Il y a des évidences génomiques qui sont articulées avec les évidences épidémiologiques. Tout changement de la forme clinique de la maladie, si elle est plus sévère ou moins sévère, ou des défaillances de protection naturelle ou vaccinale, on doit observer si ce variant cause une préoccupation plus importante pour la région et pour le monde. J'espère avoir répondu à vos questions. Ce sont des questions vraiment très difficiles à répondre. La question suivante de Lydia Lopez du Nicaragua, elle nous dit combien de personnes ont été immunisées contre le COVID et elle veut savoir aussi comment est-ce que le processus de vaccination retardé pourrait affecter le mécanisme COVAX à cause du retard en Inde. Merci pour cette question. La vaccination au Nicaragua à travers le mécanisme COVAX a commencé le 6 avril et les autorités ont informé et on dit qu'avec la disponibilité des vaccins qu'ils avaient, ils vaccineraient plus de 167 000 vaccins. On est en train d'être, les plus âgés de 70 ans ont déjà reçu, ceux qui ont également des comorbidités. Les autorités nous ont montré le calendrier de vaccination. Le vaccin sera appliqué dans différents endroits du pays. Dans certains endroits, il y a des attentes qui se sont prolongées. Nous avons observé que la plupart de ces endroits, de ces lieux, les gens portent le masque et nous pensons qu'il est important de revoir dans ces lieux le calendrier, mais la vaccination est en train d'être suivie. Ceci est en train d'être fait d'une manière numérique et les personnes qui se sont vaccinées sont satisfaites de leur vaccination. Nous n'avons pas d'informations précises au sujet de la couverture. Nous n'avons pas de données précises au sujet des groupes
de personnes par localisation géographique. Le gouvernement nous fournira, nous l'espérons rapidement, ces informations parce que ce sont des informations nécessaires pour la population, mais également pour pouvoir continuer la vaccination, poursuivre le plan national de vaccination. Et nous savons qu'il y a des patients avec des maladies chroniques qui ont pris le vaccin Sputnik et qui maintenant continuent avec AstraZeneca qui nous vient d'Inde. Effectivement, la réduction de la production ou de la disponibilité du vaccin produit à l'Institut indien touchera non seulement notre région, mais toutes les régions. L'Inde a une augmentation de cas très significative et très important, est en train de donner la priorité pour l'application du vaccin dans leur pays, en Inde, et ceci limite l'accès au vaccin d'autres pays, principalement dans notre région. C'est pour cela que Nicaragua n'a pas reçu, comme elle le devrait, les vaccins à travers le mécanisme COVAX. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Sophia Benjamin du si l'Amérique latine ne peut pas contrôler le virus cette année, comment ceci va toucher la lutte globale contre cette pandémie? Merci pour cette question importante. Avant de répondre à cette question, je voudrais rajouter quelque chose à ta question, de la question du Nicaragua, faire des tests avant de la vaccination. Il n'y a pas de recommandation pour faire des tests avant l'application du vaccin. Pour personne, même pour ceux qui ont déjà eu le COVID, il n'y a pas de besoin de faire de tests. Les personnes doivent respecter la stratégie de chaque pays, les groupes prioritaires de chaque pays, qui sont ceux qui sont les plus disposés, les professionnels de la santé et d'autres professionnels, également les personnes âgées et les personnes porteuses de maladies chroniques. Ces personnes doivent recevoir le vaccin, peuvent et doivent recevoir le vaccin sans faire des tests. Au sujet de la question ce que cela représente pour le monde. Si nous n'avons pas un accès équitable en Amérique latine, c'est une question très importante, sans aucun doute, parce que si nous n'atteignons pas le contrôle d'une manière équitable dans le monde entier, nous aurons toujours la possibilité que d'autres variants puissent surgir et de nouveaux variants. Nous n'avons pas les conditions de faire la prévision de comment ces nouveaux variants pourraient toucher le virus, ou le comportement, la conduite du virus, si ce sera des variants qui ont une capacité plus importante de transmission comme d'autres. Il peut s'agir de variants qui ont une possibilité de produire des cas sévères et ce qui sera un défi pour les services de santé. Et ceci se passe déjà avec certains de ces nouveaux variants. Mais le pire scénario, c'est que il peut surgir un nouveau variant qui n'est pas protégé par les vaccins actuels, c'est-à-dire avoir un accès équitable dans toutes les régions et pouvoir avoir le contrôle de la transmission en Amérique latine, qui est l'épicentre depuis déjà 2 semaines au moins, et l'épicentre de la transmission dans le monde. Ceci est très important. Outre de soutenir la récupération économique de cette région qui a été énormément touchée par la pandémie, l'Amérique latine et les Caraïbes ont été touchés au sein de leur économie et ils voient déjà une extrême pauvreté croître, mais également pour la protection sanitaire globale. Aucun pays ne sera protégé s'il y a un pays qui ne réussit pas à être protégé. Si un pays vaccine 99 ou 90% de sa population, mais la transmission continue dans d'autres pays,
il se peut que surgisse par hasard, tout à fait par hasard, un nouveau variant et même ce pays qui a vacciné 90% verra tous ses efforts tomber à l'eau. Donc, ce n'est pas seulement un besoin éthique et moral, mais un besoin sanitaire d'avoir le contrôle de tous les endroits du monde et en Amérique latine, principalement à cause des conditions dans lesquelles cette région se trouve. Et ceci peut coûter tous les efforts que le monde est en train de déployer. C'est pour ça qu'il est important d'être là. Merci, merci docteur. Et maintenant, Anthony Fayola de Washington Post nous demande en anglais. En quoi la pandémie a un impact sur les inégalités des soins de santé et l'accès aux soins de santé dans la région? Merci, Anthony. C'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Et elle retient l'attention non seulement de l'OPS, mais de nombreuses institutions et d'agences et de la part du gouvernement également. Vous savez que that the Americas are the most unequal region in the world. On sait que la région d'Amérique est une des plus inégalitaires du monde. Il y a une fracture dans les revenus dans beaucoup de nos pays. Ces inégalités ont eu des conséquences sur nos systèmes de santé. To access the care that they need when they need it. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir accès au système de santé et cela a des conséquences sur nos indicateurs. Et nos sociétés sont donc plus vulnérables aux maladies infectieuses et doivent subir des conséquences économiques de ces maladies. Nous avons vu que la COVID-19 atteint toutes les familles, indépendamment de leurs revenus. Nous pouvons quand même constater que les pauvres ont plus de risques d'être infectés et de mourir par manque de soins de santé ou d'accès aux soins de santé. Il y a des preuves de cet impact de la part de rapports et de petites études dans notre région qui montrent que l'impact de la COVID-19 a été plus dur sur les minorités, sur les habitants des favelas et sur les travailleurs de l'économie informelle. C'est une tragédie qui continue depuis l'année dernière. L'impact de la pandémie est tel qu'il n'y a aucun pays, aucun gouvernement, aucun leader qui ne peut se payer le luxe de ne rien faire. Il faut réduire nos inégalités, sinon notre région va rester vulnérable à cette pandémie et à la prochaine et encore à celles qui viendront après. Donc je crois qu'il y a trois choses qui doivent être faites pour garantir que nos systèmes de santé soient plus équitables et plus justes. Il faut tout de suite adopter la santé comme un droit de notre région. Donc, il faudrait une couverture universelle de santé pour tous, indépendamment de leurs revenus ou de l'endroit où ils vivent. Nous devons investir en santé de façon conséquente. 6% du PIB devrait être investi par les gouvernements. C'est le meilleur investissement qu'il existe quand on commence à considérer ce qu'il faut être fait pour que nos systèmes de santé non seulement récupèrent de cette pandémie, mais soient prêts pour la prochaine. Il faut être sûr qu'au moins 30% de ces investissements aillent pour les soins primaires. Et troisièmement, il faut augmenter la couverture des soins primaires. C'est une stratégie de couvrir une population plus large, pas seulement pour les situations d'urgence, mais pour les systèmes essentiels en prévention et pour les accès à des soins un peu plus complexes. C'est ce sur quoi il faut nous concentrer pour traverser cette pandémie et être prêt pour la prochaine. Merci. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver plus d'informations sur la page web de l'OPS www.aho.org
coronavirus et vous pouvez continuer avec nous à travers le courrier électronique. Merci beaucoup d'être avec nous et continuons à prendre soin de nous.